Après 35 ans de mariage, Françoise méritait d'apprendre cette nouvelle la première. Nous allions enfin pouvoir faire ce voyage sur la Côte d'Azur dont elle avait toujours rêvé et peut-être même acheter une petite maison de campagne dans le Luberon. J'étais presque en train de courir dans l'allée de notre pavillon à Antony quand j'ai entendu sa voix à travers la fenêtre ouverte du salon, nette et précise dans l'air doux de septembre. Oui, je comprends la procédure, mais combien de temps après l'avoir fait déclarer incapable majeur? 6 mois? C'est trop long, il doit y avoir un moyen plus rapide. Je suis resté pétrifié, ma clé à moitié insérée dans la serrure. Ma femme parlait à quelqu'un d'un ton froid et calculateur que je ne lui avais jamais connu auparavant. Ce n'était pas la femme qui m'avait tenu la main lors de mon pot de départ à la retraite l'année dernière, ce n'était pas la femme avec qui j'avais construit toute une vie. L'EHPAD à Nanterre l'acceptera car il ne pose pas de questions si la famille paie le prix fort. Une fois qu'il sera là-bas, j'aurai la pleine procuration et il ne s'agira plus que de vendre la maison et de tout transférer avant qu'elle ne s'arrête de parler. J'ai entendu un froissement de papier et mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'elle pourrait l'entendre à travers la porte. Non, Jean-Pierre ne se doute de rien, il me croit dévoué et pense que je m'occupe de lui pendant qu'il perd son temps à regarder le foot et à bricoler sa vieille Citroën DS de collection. Il n'a aucune idée que je planifie cela depuis 3 ans, en fait depuis que Julien a déménagé à Bordeaux, car personne ne surveille plus rien. J'ai reculé doucement de la porte, mes jambes étaient flageolantes et l'enveloppe du notaire dans la poche de ma veste semblait soudain peser 100 kilos. 3 200 000 euros. Mon frère Michel m'avait tout laissé, et ma femme, ma Françoise, prévoyait de me faire interdire et de voler tout ce que nous avions bâti ensemble. Je suis retourné à ma voiture aussi silencieusement que possible quand mon téléphone a vibré pour m'indiquer un SMS de Françoise me demandant où j'étais et précisant que le dîner était presque prêt. C'était son message habituel, son habituel simulacre de normalité. J'ai répondu que je m'étais arrêté pour faire quelques courses et que je serais là dans 20 minutes. J'ai conduit jusqu'à une petite brasserie et je suis resté sur le parking avec un café que je ne pouvais pas boire car je devais réfléchir et me montrer intelligent. Le Jean-Pierre qui était entré dans le bureau du notaire 1 heure plus tôt aurait fait irruption dans la maison pour exiger des explications, mais ce Jean-Pierre-là ne savait pas ce que je savais maintenant. Ce Jean-Pierre-là ne comprenait pas que la femme qu'il aimait depuis 35 ans était capable d'une telle trahison. J'ai ressorti la lettre du notaire. Michel était mort d'une crise cardiaque il y a 2 semaines dans son appartement du 8e arrondissement. Il ne s'était jamais marié et n'avait jamais eu d'enfant, il avait tout investi dans son entreprise de BTP et maintenant tout était à moi. La lettre expliquait que la succession comprenait l'entreprise, ses biens immobiliers et son portefeuille d'investissement pour une valeur totale de 3,2 millions d'euros. Je ne pouvais pas le dire à Françoise, pas maintenant, peut-être même jamais. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait d'abord alors j'ai appelé mon fils Julien à Bordeaux. Il a décroché à la 2e sonnerie en me demandant si tout allait bien. Je lui ai dit que je voulais juste entendre sa voix et prendre des nouvelles de son nouveau poste d'ingénieur en informatique, de son appartement au Chartron et de sa petite amie Léa. C'était une conversation normale entre un père et son fils, mais mon esprit bouillonnait. Françoise avait dit quelque chose sur le départ de Julien, sur le fait que personne ne regardait plus. Qu'est-ce que cela signifiait? Papa, tu es sûr que ça va? Tu as l'air distrait. C'est juste une longue journée, ai-je répondu, avant de lui demander quand il avait parlé à sa mère pour la dernière fois. Oh, je ne sais pas, il y a 1 semaine, elle a appelé pour se plaindre encore de Madame Lefebvre, la voisine, comme d'habitude. J'ai raccroché en lui disant que je l'aimais et je suis resté là jusqu'à la tombée de la nuit avant de rentrer. Françoise m'a accueilli à la porte, tout sourire et feignant l'inquiétude en me demandant où j'étais passé. Elle portait le gilet bleu que je lui avais offert à Noël dernier et ses cheveux gris étaient attachés comme toujours lorsqu'elle cuisinait. Elle ressemblait à ma femme, à la femme avec qui j'avais partagé ma vie, mais tout ce que je pouvais voir, c'était la femme au téléphone qui planifiait de m'enfermer. J'ai prétexté avoir croisé un ancien collègue de l'usine et elle m'a servi un hachis parmentier, mon plat préféré. Bien sûr, elle était douée pour jouer la femme dévouée tout en préparant ma destruction. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, j'ai espionné ma propre femme. J'ai installé une petite application d'enregistrement sur mon téléphone que je laissais sur le comptoir de la cuisine en sortant. J'ai vérifié nos relevés bancaires que je n'avais pas regardés depuis des mois car c'était Françoise qui gérait les finances et je lui faisais confiance. Je me suis rendu à l'EHPAD qu'elle avait mentionné pour me renseigner sur le processus d'admission. La directrice, une femme mince au regard aiguisé,
m'a dit que Madame Girard était venue la semaine précédente pour s'informer sur l'unité de soins de longue durée en prétendant que mon état progressait et que j'avais des épisodes de démence précoce. J'ai eu la nausée mais j'ai simplement répondu que je collectais des informations. En rentrant, j'ai fouillé notre classeur pendant que Françoise était à son club de lecture et j'ai trouvé des dossiers que je n'avais jamais vus, des documents de mise sous tutelle déjà rédigés. Des notes de consultation d'un neurologue que je n'avais jamais consulté documentant des troubles de la mémoire inexistants, et même une estimation d'un agent immobilier pour la vente de notre maison. Elle construisait un dossier solide pour prouver mon incapacité pendant que j'étais occupé par mes projets dans le garage ou mes soirées belotes avec les copains. L'application d'enregistrement a capturé un autre appel 3 jours plus tard où elle disait qu'il agissait bizarrement et qu'elle pensait qu'il soupçonnait quelque chose, insistant sur le fait qu'il fallait faire vite. Elle parlait à un homme dont la voix était étouffée. « Je ne veux plus attendre, disait-elle, j'ai attendu assez longtemps, 35 ans à cuisiner ses repas, à faire sa lessive et à faire semblant de m'intéresser à ces histoires ennuyeuses, je mérite cela, nous méritons cela. » Ce nous a tout confirmé. Elle n'était pas seule. J'ai amélioré l'audio sur mon ordinateur et la voix masculine est devenue claire. C'était Stéphane Morel, notre conseiller financier, l'homme à qui nous confions nos économies depuis 10 ans, l'homme qui venait dîner chez nous régulièrement. J'ai failli vomir. J'ai appelé un avocat le lendemain matin, pas notre avocat de famille, mais Maître Girard, spécialisé dans les abus de faiblesse et la fraude. Elle m'a confirmé que ce que je décrivais était grave et qu'il s'agissait d'une conspiration criminelle. Je ne voulais pas forcément qu'elle soit arrêtée, je voulais juste me protéger. Nous avons commencé par sécuriser mes actifs et l'héritage sans en parler à personne, en créant une structure pour que tout soit hors de sa portée. Maître Girard a engagé un détective privé qui a confirmé ce que je craignais, Françoise et Stéphane avaient une liaison depuis au moins 2 ans. Les photos les montraient dans un appartement du centre de Paris, s'embrassant dans des parkings ou déjeunant main dans la main. Chaque photo était un coup de poignard, non pas parce que je l'aimais encore car cet amour était mort devant la fenêtre, mais parce que j'avais été un imbécile de lui faire confiance. Le détective a ajouté que Stéphane Morel avait déjà été accusé de détournement de fonds par une cliente veuve 3 ans auparavant, une affaire réglée à l'amiable. Maître Girard a élaboré une stratégie pour les battre à leur propre jeu en documentant tout et en protégeant l'héritage dans un trust irrévocable avant de proposer un choix à Françoise, un divorce équitable ou les assises. L'héritage a été officiellement versé un mardi d'octobre et j'ai tout signé chez l'avocate. Ce soir-là, j'ai demandé à Françoise de s'asseoir au salon. Je lui ai dit que je savais tout pour Stéphane, pour le plan de mise sous tutelle et pour l'EHPAD. Elle est devenue livide. J'ai fait glisser le dossier sur la table basse contenant les enregistrements, les photos et les faux documents médicaux. Je lui ai annoncé que j'avais demandé le divorce et qu'elle recevrait les papiers le lendemain. Elle a commencé à pleurer en disant que nous avions des difficultés financières, ce qui était un mensonge puisque nous avions 80 000 € d'épargne et nos 2 retraites. Elle voulait juste plus. Elle m'a hurlé que je l'ennuyais depuis des années avec ma vie monotone et ma voiture stupide, et que Stéphane, lui, la comprenait. Je lui ai alors montré le rapport sur le passé de Stéphane, lui expliquant qu'il n'était qu'un escroc ciblant les femmes seules ayant accès à l'argent. Elle a essayé de l'appeler, mais il lui a raccroché au nez dès qu'il a compris que le jeu était fini. Le divorce a duré 4 mois. Françoise a tenté de réclamer une part de l'héritage, mais comme il avait été perçu après la séparation et compte tenu de sa tentative de fraude, elle n'a rien obtenu. Elle est repartie avec la moitié de la vente de la maison et de nos économies, soit environ 220 000 €, assez pour recommencer si elle était raisonnable. J'ai acheté une maison plus petite à Boulogne, plus proche de Julien qui est venu me soutenir. Il m'a avoué que sa mère l'avait appelé 6 mois plus tôt pour lui parler de mes prétendus problèmes de mémoire, essayant déjà de le manipuler. Stéphane Morel a perdu son agrément professionnel après mon signalement à l'autorité des marchés financiers. J'ai utilisé une partie de l'héritage de Michel pour créer une fondation offrant des bourses aux jeunes souhaitant apprendre les métiers du bâtiment, la Fondation Michel, finançant les outils et les études de 20 étudiants par an. J'ai aussi rejoint un club de voitures anciennes avec ma déesse et j'ai recommencé à vivre. Un soir, lors d'un dîner avec Julien et Léa, ils m'ont demandé de les accompagner tous les deux jusqu'à l'hôtel pour leur mariage car le père de Léa était décédé. J'ai réalisé que l'héritage ne m'avait pas seulement apporté la sécurité financière, il m'avait rendu ma vie et ma dignité. J'ai vendu l'entreprise de mon frère à ses cadres pour un prix juste et j'ai consacré mon temps à parler dans des centres sociaux des signes de l'abus de faiblesse chez les seniors. Françoise m'a envoyé une lettre d'excuse 18 mois plus tard demandant une réconciliation,
mais mon avocate m'a sagement rappelé que les gens vraiment repentants ne demandent rien, ils acceptent les conséquences. Je n'ai jamais répondu. Le mariage de Julien était magnifique, dans un domaine en Touraine, et j'étais fier d'être là, entouré d'amour. J'avais 63 ans et je vivais enfin selon mes propres termes. Je n'ai pas cherché la vengeance cruelle car laisser le karma agir était suffisant. J'avais gagné, non pas en détruisant mon ennemi, mais en refusant de devenir comme elle. Aujourd'hui, quand je bricole ma déesse dans mon garage, ce n'est plus une fuite, c'est une joie pure. Cette fenêtre ouverte un jour de septembre a été le pire et le meilleur moment de ma vie, car elle m'a montré la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Comme le disait souvent ma grand-mère, vivre bien est la plus belle des revanches. Cette histoire est un rappel puissant que la trahison vient souvent de là où on l'attend le moins. Ce récit de Jean-Pierre nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa vie, même après des décennies de mariage. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sa dignité, il n'a pas cherché à se venger par la violence ou la haine, mais par la stratégie et la justice. Sa décision d'utiliser son héritage pour créer une fondation et aider les autres prouve que la véritable richesse réside dans le caractère et non seulement sur un compte en banque. C'est une leçon de résilience incroyable face à une manipulation psychologique et financière qui touche malheureusement beaucoup trop de seniors aujourd'hui. La fin de l'histoire montre bien que vivre bien est la meilleure des revanches. Selon vous, Jean-Pierre a-t-il été trop clément avec Françoise en ne portant pas plainte au pénal, ou a-t-il pris la meilleure décision pour sa propre paix intérieure? Dites-nous ce que vous auriez fait à sa place dans les commentaires.